Les enfants sont les membres les plus vulnérables de notre société. Le mois dernier, précisément le 4 décembre 2023, a eu lieu la plus grande opération jamais menée en France dans le cadre d'une affaire de pédocriminalité. 80 interpellations, uniquement des hommes, sur 53 départements en métropole et en outre-mer, parmi lesquels 2 enseignants, 1 ambulancier, un surveillant de nuit dans un foyer pour jeunes en situation de handicap. Une diversité de profils qui pose question. Où et avec qui nos enfants sont-ils en danger ? 51% des cas de violences sexuelles sur mineurs ont lieu dans le cadre familial et 90% des agresseurs sont des hommes. Selon une étude, l'âge moyen des victimes mineures de viol ou de tentatives de viol est de 10 ans en France. C'est ce que révèle une enquête Ipsos pour l'association Mémoire Traumatique et Victimologie publiée en 2019. Ces victimes sont à 83% des filles et 44% des agresseurs sont des membres plus ou moins proches de la famille. Pour 24% d'entre elles, les violences ont duré pendant plus d'1 an. Pour une large majorité des victimes, ces actes ont eu des conséquences importantes sur leur santé mentale, physique, mais aussi sur leur sexualité ou leur vie familiale, sociale et professionnelle. Près de 50% ont déjà tenté de mettre fin à leur jour. Autre constat inquiétant, plus des 2/3 des victimes estiment que le fait d'avoir parlé n'a servi à rien. Cela a longtemps été le cas de notre 3e Gaindé, dans un témoignage aussi authentique que profond intitulé « Une Gaindé dans la meute des loups ». La caravane passe, les lions rugissent. Bienvenue dans le 3e épisode du podcast des Gaindé Girls. N'imitant rien ni personne, c'est le rugissement des lions. L'expression de la porte ouverte à toutes les dérives prend tout son sens dans mon histoire. Je m'appelle Yama, j'ai 34 ans. J'ai un grand frère qui est l'aîné de la famille, une grande sœur et un petit frère. Quand ça a commencé, je crois que je n'en avais même pas 8, peut-être 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Dans le quartier où j'ai grandi, mes parents étaient parmi les premiers de notre communauté à avoir acheté une maison. À l'époque, c'était rare et c'était une véritable attraction pour l'entourage et les proches. Les gens allaient et venaient du lundi au dimanche toute l'année. Chez nous, ils étaient comme chez eux. L'été, même pas besoin de frapper avant d'entrer, la porte était toujours grande ouverte. Une cour, un grand jardin, une balançoire, des animaux, on avait de quoi faire. Même les témoins de Jéhovah étaient les bienvenus. Il n'était pas question de religion, mais l'hospitalité était telle qu'ils passaient volontiers prendre un café avant de reprendre leur chemin. En apparence, c'était la maison du bonheur. Mais tout n'était pas rose. Mon père avait 20 ans de plus que ma mère qu'il avait fait venir très jeune ici. Ils ne s'entendaient pas. Et c'était en grande partie lié au fait que c'était un mariage arrangé qui avait obligé ma mère à quitter sa famille et son pays natal qu'elle aimait tant, pour un pays qu'elle ne souhaitait même pas découvrir. Mon père faisait les 3-8 à l'usine. Ma mère, elle, ne travaillait pas mais voyageait beaucoup. Parfois, pendant des mois, nous n'étions qu'avec mon père. Entre ma grande sœur et moi, il y a un certain écart. Elle était déjà une adolescente quand mon petit frère et moi étions encore dans l'enfance. Nous partagions la même chambre, mais nous n'avions aucune affinité. C'était une rebelle. Elle ne voulait pas être à la maison pour s'occuper de nous en l'absence de ma mère, et d'ailleurs même quand elle était là, elle fuguait sans arrêt. Elle finissait toujours par rentrer d'elle-même, ou parce que ma mère l'avait retrouvée. Un jour, elle est partie, et plus de nouvelles pendant des années. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs avec elle dans mon enfance. Et cet homme de la même origine que nous, et d'une 30aine d'années qui était en France depuis peu, est entré dans nos vies. Comme d'habitude, il nous est présenté comme un oncle. Il résidait dans un foyer tout proche de la maison et avait demandé à utiliser notre garage pour y lisser son scooter. Ce que mon père avait accepté sans problème. Après tout, on avait déjà accueilli à la maison plusieurs personnes, même en situation irrégulière, pendant plusieurs mois voire des années pour certains, donc ce n'était pas le fait de prêter son garage qui allait déranger. Quand il garait son scooter, il avait l'habitude de rentrer à la maison pour saluer la famille. Il était très apprécié de mon père. J'ai appris plus grande que c'est mon père qui lui avait trouvé le poste qu'il occupait. C'est l'été, il faisait beau. Tout le monde est dehors, je joue devant la maison, il rentre du travail. Il me trouve en train de jouer et me propose de m'emmener faire un tour en scooter.
Je monte derrière lui, je le serre fort autour de la taille et c'est parti. On démarre. Après quelques kilomètres, il coupe à travers la route et on se trouve dans un champ entouré de bois. Il s'arrête pour faire une pause, dit-il. Il s'assoit par terre et me demande de m'asseoir à mon tour. Puis il m'embrasse tout en s'allongeant sur moi. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Au loin, quelqu'un arrive, alors il se relève, redémarre son scooter et on reprend la route. Je me souviens particulièrement de ce jour, car après 5 à 10 minutes de route, une voiture de police lui a demandé de s'arrêter, car je n'avais pas de casque. Il a répondu que j'étais sa fille et qu'il avait oublié son deuxième casque dans le garage, qu'on rentrait justement à la maison. Nous sommes dans les années 90. Bien plus flexible qu'aujourd'hui, il est bien en règle, alors la police laisse passer. En arrivant dans le quartier, il s'arrête à la boulangerie et achète un sachet de bonbons qu'il me donne en me disant que je ne dois jamais rien dire à personne de ce qu'il s'est passé dans le champ. Ce sera notre secret. Il insiste, et comme on me l'a appris, en bon enfant obéissant et respectueux des grandes personnes, je dis d'accord. Je ne savais pas ce dont il s'agissait. J'avais seulement l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, sans trop savoir quoi. Et c'était le commencement de quelque chose qui allait durer plusieurs années. Il avait pris soin d'acheter un deuxième casque pour les prochaines fois. Une des fois qui a suivi, après sa descente du travail, il m'a emmené chez lui, au foyer dans sa chambre qu'il occupait seul. Et là, il a été plus loin. Il m'a fait très mal. Quand je lui demande c'est qu'est ce liquide blanc que je voyais pour la première fois, il me répond que c'est ce qui donne des bébés. Mais je ne l'ai pas cru. J'ai pensé que c'était une blague. Et à chaque fois, il me donne des bonbons ou de quoi m'en acheter et me laisse près de la maison. Je ne saurais dire à quelle fréquence, mais je sais que cela arrivait surtout entre le printemps et l'été. Alors qu'il ne travaillait pas, il est venu un jour à la maison et m'a trouvé seul dans le salon. Comme il n'y avait personne, il a fermé la porte à clé et est venu s'allonger et gesticuler sur moi jusqu'à ce qu'il soit interrompu par quelqu'un qui frappait à la porte. Je grandis comme ça. J'entre au collège, je comprends mieux les choses. Je sais maintenant de quoi il est question. Il a eu un terrible accident en rentrant du travail. Mes parents nous emmènent, mon petit frère et moi, avec eux le visiter à l'hôpital. Il était défiguré, c'était horrible. Dans un coin de ma tête, je me dis que si mon père savait ce qu'il m'avait fait, il y a bien longtemps qu'il aurait connu pareil état. Il m'arrive de faire des allusions à cela dans mon cercle d'amis très restreint, sans vraiment rentrer dans les détails. Et lui continue de venir à la maison, comme si de rien n'était. Peu après s'être marié, il avait obtenu un appartement, fait venir sa femme, mais ce n'était pas ce qui l'aurait arrêté pour autant. Il a plusieurs fois tenté des attouchements au nez à la barbe de mes parents, lorsqu'on pouvait se croiser dans la cuisine par exemple. Ça semblait être un jeu amusant pour lui, mais je ne me laisserai plus faire, je ne permettrai plus. Et voilà que quand son premier enfant vient au monde, il l'appelle comme moi. J'ai 14 ans lorsque je suis amenée à me rendre chez lui pour déposer je ne sais plus quoi. Je n'étais jamais allée dans son appartement. Quand je frappe, c'est lui qui ouvre. Il me voit et repart de suite à l'intérieur, comme pour m'obliger à entrer. Je n'avais pas peur de lui. J'entre alors et lui tends ce que j'étais venue déposer. Je constate qu'on est seul, et là, il essaie de me saisir et de me toucher la poitrine. Je lui demande de me laisser tranquille et de me lâcher. Je lui dis que je ne suis plus la petite qu'il baladait sur son scooter, que c'est terminé, plus jamais de la vie il ne me touchera. Sans voix, il me laisse partir. C'est la dernière fois qu'il a tenté quelque chose. Pendant un temps, il a semblé que rien de tout cela n'était jamais arrivé. Je me suis mise à profiter de mon adolescence. J'avais comme tout oublié. Stratégie de survie ou pas, j'étais free. Je vis une période mouvementée. Je sors, je me mets à fréquenter des garçons. Sur Paris, on traîne avec les copines. J'étais de toutes les sorties possibles. Quelque temps plus tard, il a perdu son père. Un soir, mes parents ont voulu que je les accompagne présenter les condoléances. Je n'ai pas envie d'y aller. Je suis restée à la maison. Dans ma chambre, soudainement, j'ai éclaté en sanglots. Et mon petit frère m'entend pleurer et vient me demander ce qui ne va pas. Mais je ne pouvais pas parler. Quoi que j'aurais dit, ça aurait été un mensonge. Je ne lui ai pas répondu et lui, ne comprenant pas, est reparti vaquer à ses occupations. Je me suis souvenu de tout, de cet autre pseudo-oncle décédé alors, qui passait aussi à la maison et qui m'avait également agressé sur notre toit à l'époque, de ce voisin d'en face qui m'avait plusieurs fois intercepté dans les escaliers du bâtiment, et d'un autre, qui devait être un jeune majeur à l'époque, qui m'avait entraîné dans les caves du bâtiment. Et je me sens mal, je me sens sale. Dans ce secret que j'avais loyalement tu, je me sens absolument seule. J'ai honte de moi. Je ne veux pas plaire, je ne veux pas être remarquée, je ne veux même plus exister. Je me terre dans cette image de garçon manqué. Je m'enfonce dans ce côté bizarre et à part qu'on m'attribue dans la famille. Je culpabilisais de mon secret. Je m'en voulais de n'avoir rien dit dès les premiers jours. Entre les disputes incessantes de mes parents, les séjours en prison de mon frère aîné, les aléas de ma sœur, je ne voulais pas être un problème de plus. J'avais cette chance de voyager souvent lors des grandes vacances scolaires. J'avais de quoi faire des envieuses. Ce que les gens ignoraient, c'est que ces voyages loin de la maison n'étaient pour moi qu'une quête incessante vers la paix de l'esprit. J'avais les blessures sous la peau. J'en étais venue à me scarifier
pour voir couler le sang de mes mots profonds. J'écrivais le jour, jusqu'au bout de la nuit, j'écrivais ce qui m'éprouvait. En cours, je suis surprise par mon professeur. Il me prend mes notes et je panique, car je racontais à propos de mon secret et j'avais décrit dans mes notes le contexte précis dans lequel j'écrivais. La date, en classe, assise près d'un tel, il va s'asseoir et se met à lire. À la fin du cours, il refuse de me les rendre. Il me dit de passer le voir le lendemain midi en salle des profs. Quand ce moment arrive, il me demande si ce que j'ai écrit est vrai et je lui réponds que tout cela n'est que le fruit de mon imagination, que j'ai l'habitude d'imaginer des histoires. Je suis douée pour cela et c'est bien connu de mes professeurs. Je craignais que ces notes me remontent à l'assistante sociale, puis à mes parents, puis à toute la famille. Il n'en a rien été. Il a pris ce que je lui avais dit pour argent comptant et me les a rendus. Je pense qu'en fait, il savait que c'était vrai, mais il a préféré ne pas se mêler de ça. Écrire était mon exutoire. Où que j'aille, c'est tout ce que j'avais pour déverser mes sentiments. Chez moi, tout le monde me voyait écrire, mais personne ne s'est jamais demandé ce que j'écrivais. Et je me disais, peut-être qu'un jour, bien après moi, quelqu'un viendra balayer les pages de toutes ces notes pour découvrir un autre moi, le vrai moi. Lorsqu'un jour ma sœur qui s'était installée seule ailleurs passe à la maison et me demande ce que j'ai au bras, c'est ma mère qui répond. Elle s'est fait ça toute seule. Je me suis dit, c'est vraiment ce qu'elle pense? Elle ne se demande pas pourquoi? Mais tout le monde s'en fiche. Je suis insignifiante à l'égard de tous. Je ne compte pas. Personne ne s'intéresse à la fille qui pleure en moi. Ça ne compte pas. Dans cette famille, chacun a son lot de problèmes. Ça pouvait partir de rien, mais pour tout casser, il en faut peu. Là où chez soi est supposément égale à sécurité, je n'étais bien que lorsque je n'y étais pas. Je crois que ma grande sœur avait tout simplement fui l'atmosphère intenable de tables et de verres cassés, de violences verbales physiques dans lesquelles on vivait. Des années plus tard, mon père est retraité quand je me marie et quitte le domicile familial. Je mets au monde une fille. Je n'ai plus tellement le temps d'écrire. Mes écrits sont éparpillés dans des cartons et des sacs entre mon appartement et la maison de mes parents. À la maison, le baptême est le plus grand événement qu'on ait jamais organisé. Un jour, je me rends à un entretien. J'avais laissé ma fille chez mes parents. À mon retour, alors que je m'y rends pour récupérer ma fille, je trouve cet homme dans un fauteuil, ma fille posée sur ses genoux, que je lui prends immédiatement. J'en ai eu des sueurs froides. Ça a été un déclic pour moi. Si je laissais ma fille chez mes parents et qu'un prédateur accueilli en homme respectable s'en prenait à mon enfant. Il en était hors de question. Je me dis alors qu'il faut parler. Mais je n'ose pas le faire directement auprès de mes parents. Ça me gêne. J'en parle à ma grande sœur pour qu'elle en discute avec ma mère. Et ma mère me convoque. Pourquoi je n'ai rien dit? Est-ce que je veux porter plainte? Ma réponse était que je veux seulement qu'ils arrêtent de laisser entrer n'importe qui dans la maison au risque qu'ils touchent à nos enfants. Je ne voulais pas aller à la police. Je ne suis pas prête à parler de tout cela. Je veux seulement que nos enfants soient en sécurité. Le lendemain, ma mère s'est précipitée chez lui. Une chance pour lui, ni sa femme ni ses enfants n'étaient là. Elle lui fait part de mes propos, il lui demande pardon et lui dit que c'est le diable qui était en lui. Il ne sait pas pourquoi il a fait tout cela. Lui qui avait déjà plusieurs filles à ce moment-là et un âge assez avancé, ne fait que demander pardon. Ma mère lui demande de ne plus jamais mettre les pieds à la maison, de s'éloigner de notre famille. Mon père, gravement malade, n'était au courant de rien, mais cela est alors venu aux oreilles de mes frères, dont je ne veux pas qu'ils interviennent. Si tel était le cas, toute la communauté en aurait entendu parler et j'aurais dû assumer toutes les remises en cause que cela susciterait. Encore une fois, je ne pensais vraiment qu'à protéger ma famille. Lorsque mon père est hospitalisé, il va lui rendre visite. Il croise un de mes frères qui le renvoie. Il n'était pas question pour moi d'obtenir justice. Le mal était fait de toute façon. C'était loin derrière moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'au décès de mon père qui arrive moins de 3 mois après que ma mère soit allée le menacer. Après la levée du corps, il y a un monde fou à la maison. Et lui se distingue par sa présence, bien qu'il se savait persona non grata. Il est venu pour l'image auprès de l'entourage proche, de sorte qu'on ne se demande pas pourquoi il n'y était pas. Cette fois, il croise ma sœur qui lui demande ce qu'il fait là, avant qu'un de mes frères ne lui demande de partir. C'est la dernière fois qu'il a mis les pieds chez nous. Mais le poids de ses actes demeure dans ma chair. Je pourris de l'intérieur, je me sens comme voué à l'échec. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai parfois l'impression de sentir son parfum. Je me dégoûte, je n'ai pas de désir, je ne ressens plus rien. Je n'arrive pas à être heureuse. Le bonheur, c'est pour les autres. Je ne sais pas si je suis une bonne mère. Le suis-je? Si je pense à me foutre en l'air. Je n'arrive à rien, je ne veux rien. Je ne vais pas bien. Pourquoi j'ai tout le temps mal? Pourquoi je me sens seule alors que je ne le suis pas? Je revenais pourtant de vacances, mais rien. J'ai plongé peu à peu dans un état de dépression tel que je me négligeais. Habituée à faire semblant, je ne pouvais même plus rien masquer. Le piano d'Éric Satie et sa gymnopédie n'en finissaient plus de rythmer mes journées et mes nuits. Tout part dans tous les sens. Dans ce capharnaüm, je ne vois pas le bout. J'avais risqué ma vie tellement de fois. Pourtant, j'étais encore là. Et j'ai dit stop. Un matin, je me lève et je vais au commissariat. Je viens déposer plainte contre lui pour viol. Les faits ne sont pas prescrits.
Et alors on me demande d'apporter mes écrits dans lesquels je relatais ces choses. J'étais déterminée. Entre mon appartement et le garage de chez mes parents, je les récupère, je les remets à la police. Une fois entre leurs mains, je ne sais pas quand est-ce qu'ils me seraient rendus. Elles pouvaient constituer des preuves. Alors ils gardent les originaux qui seront expertisés et joints au dossier d'instruction et me fournissent une copie de tout. L'inspecteur me dira plus tard avoir tout lu et trouver cela très sombre pour l'âge que j'avais. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'avais pour habitude de dater mes notes. Parfois même, je précisais l'heure. Suite à cela, je suis suivie par une psychologue. Échanger avec une totale inconnue à propos de moi, sur ma vie, m'a fait beaucoup de bien. Très vite, je suis parfaitement lucide sur le constat à tirer sur mon parcours, les éléments et l'environnement dans lesquels j'ai grandi, qui ne m'avaient pas fourni les bases de ce dont un enfant a besoin pour s'épanouir. Entre-temps, ma mère, ma sœur et une cousine sont convoquées et entendues au commissariat. 3 mois après ma plainte a lieu la confrontation. Ce moment pour moi était mon moment de justice. J'étais prête. Lui venait de passer une nuit en garde à vue, mise en examen suite à ma plainte. Sa femme était venue lui apporter à manger au commissariat. Elle ne savait même pas pourquoi son mari était là. Il a témoigné en premier et ses réponses étaient pleines d'incohérences. Quand est venu mon tour, j'ai dit tout ce dont je me souvenais, tout ce qu'il m'a fait. Et bien sûr, il a nié. C'était parole contre parole. Mais sortie de cette confrontation, j'étais libérée. Je me fichais de ce qu'il allait en advenir. D'ailleurs, je n'en attendais pas grand-chose. Mais je l'avais affronté, sans trembler. La honte avait changé de camp. Je ne me sentais plus coupable. Je n'avais plus ce poids. Le silence dans lequel je me terrais des années durant aurait pu avoir raison de moi, mais j'étais debout. J'avais l'impression de respirer comme jamais. Je m'étais mis des barrières, je les ai levées. Et enfin, je réalise qu'il est temps que je me réalise. Elle était là, ma victoire. Si j'avais un conseil à donner à ceux ou celles qui vivent cette situation, c'est de se libérer par la parole. Parler. On ne doit pas vivre avec le poids de la culpabilité d'un autre sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Je veux m'adresser aux parents. Parlez à vos enfants. Ne faites pas des questions de sécurité un sujet tabou. Il en va de l'équilibre psychique de vos enfants qui sont sous votre protection et votre responsabilité. Dites-leur ce qui n'est pas normal. Le domicile familial est un chez-soi dans lequel on doit avoir la garantie d'être en sécurité. En ouvrant vos portes à n'importe qui, vous créez un terrain de chasse propice aux prédateurs bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Cessez de considérer n'importe qui comme de la famille, qui parfois elle-même trahit. Cessez d'accorder une confiance aveugle à des inconnus et ne laissez pas vos enfants seuls. Ne faites pas de votre maison la gueule du loup. Sur le modèle du mouvement MeToo, le hashtag MeTooInceste a initié une vague de témoignages de victimes d'inceste sur les réseaux sociaux et a eu un impact positif sur la libération de la parole des victimes d'inceste. Cela a permis de démontrer l'ampleur du phénomène. Selon Statista, au total, près de 7 millions de Françaises et de Français auraient subi des actes incestueux, soit 10% de la population. D'après l'article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Le viol et les agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section. Quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. Dans le cas de Yama par exemple, il est dit dans l'article 222-22-3 du Code pénal que lorsque le majeur exerce une autorité sur sa victime, comme cela peut être le cas pour le conjoint du parent, le viol est considéré comme incestueux. Mais malheureusement, de nombreuses agressions ne sont pas déclarées aux autorités. Cependant, il est important de souligner qu'il ne faut pas se taire et qu'il existe des délais de prescription pouvant aller de 20 à 30 ans selon les cas pour dénoncer les agresseurs. Il est crucial de briser le silence et de chercher de l'aide. N'hésitez pas à contacter les associations comme l'Enfant Bleu au 01 56 56 62 62 qui luttent contre toutes les formes de violences faites aux enfants et proposent un soutien aux victimes, et Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, au 0805 802 804, un appel anonyme et gratuit qui propose des suivis pour les victimes d'agressions sexuelles. Il est important de rappeler que si vous êtes en danger, il est essentiel de contacter la police ou les services d'urgence pour obtenir de l'aide immédiate.
La caravane passe, les lions rugissent. Rendez-vous au prochain épisode du podcast des Gain des Girls.